She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 23e heure de direct, l'avant-dernière en fait. Nous sommes en Floride, aux États-Unis. Nous arrivons à Miami. Alors je ne vais pas faire de longue introduction sur Miami parce que les médias s'en sont déjà chargés, mais plutôt, je veux dire que cette émission va être également le prétexte de chasser certaines idées reçues que l'on véhicule sur elle. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Elisabeth Gazet. Merci d'être là, Elisabeth Gazet. Vous êtes CCE, c'est-à-dire conseiller du commerce extérieur de la France, et vous êtes également présidente de Lead Vision, qui est une agence événementielle basée à Miami. Bonsoir. Olivier Sureau, vous êtes expert comptable et vous êtes associé chez Jade Associates et vous avez un cabinet à Miami, notamment puisque vous en avez également un à New York et un à San Francisco et un à Atlanta. Et nous avons via Skype Gaël de Maisonneuve, consul général de France à Miami, qui je crois nous entend. Tout à fait. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir, monsieur le consul. Tout de suite, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur la présence française à Miami, notamment son profil, et voir l'évolution si tant est qu'il y en ait une? Oui, tout à fait. Alors, pour chasser les idées reçues, d'abord, la France est en Floride depuis 1562. Nous avons célébré le 1er mai de l'an dernier le 450e anniversaire de notre présence. C'était à l'époque des expéditions marines qui traversaient l'Atlantique. Et depuis, la France est revenue chaque siècle avec des données nouvelles. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes une des places les plus importantes à Miami, de la France aux États-Unis. On a 12 000 Français inscrits, peut-être 2 ou 3 fois plus qui ne sont pas inscrits. Pour rester dans les idées reçues et pour lutter contre elles, Miami n'est pas la Floride. Le reste de la Floride, Tampa, Orlando, Jacksonville, mais aussi les universités de Gainesville, Tallahassee, sont des lieux très vivants de la présence française et très actifs dans la dynamique de la Nouvelle-Floride, qui est assez loin des clichés qu'on peut se faire. Dernier point peut-être, on a ouvert notre consulat en 1985. À l'époque, on dépendait de la Nouvelle-Orléans. Et depuis 1985, les effectifs ont été multipliés quasiment par 10 en termes de présence française enregistrée. Merci, monsieur le consul. Alors tout de suite, donc par rapport à ces idées reçues que vous avez commencé également à aborder, nous allons écouter une vidéo qui nous a été transmise par Tony Vaux, qui est directeur régional pour les Amériques chez AGS. On écoute le sujet et puis après, on va rebondir là-dessus. Bonjour Paris. Miami, a city of many elements and many myths. The first of which is that it's a Latin American city rather than a US city. And that's absolutely true. Spanish is spoken by at least 75% of the population, while 30% of the population speak little or no English. So it is essentially a Latin city. The second would be that it's a vacation destination. And while this is true, it is also a very large, vibrant and commercially active city. At least equal to Atlanta, Chicago, San Francisco, etc. Integrating into the city is easier than you might think, but it does require that you learn at least some Spanish. A little Spanish, as they say, goes a long way. So even if you don't speak fluently, if you make an attempt, it will help significantly. The city itself is very, very large, sprawling. People say it's very difficult to get around, and that also is true, but simply because traffic is very heavy. The infrastructure is very, very good. There just is a lot of traffic on the road. So allow yourself time to get where you need to go. Good luck at Miami, and bonsoir. Alors, Elisabeth et Olivier, on vient d'écouter, on est d'accord avec ce qu'il vient de dire. Effectivement, à Miami, on parle autant espagnol qu'en anglais. Oui, Miami est une grande ville. Le Grand Miami, c'est 60 km de long. Oui. Alors, Miami, on va jouer un petit jeu. Je vous dis Miami, une ville de retraités.
Si on voit le nombre d'écoles qui se sont ouvertes dans les 10 dernières années, je pense que ça prouve le rajeunissement de la population. C'est vraiment une ville jeune et dynamique. Donc, première idée reçue, il n'y a pas de retraités à Miami, ou tout au moins s'il y en Il y a. en a, c'est une ville idéale, mais c'est très bien balancé par des jeunes couples notamment qui s'installent. Et qui Très bien. Une ville de farniente. C'est peut-être parce que les bureaux sont près des plages, mais on travaille à Miami. D'ailleurs, on n'est pas si bronzé que ça quand on vit à Miami. Non. La preuve. Tout à fait. Miami et ses animaux dangereux. Vous parlez des automobilistes, peut-être? Oui, peut-être. Non, parce qu'on a lu des articles comme quoi il y avait des serpents à tous les coins de rue, des alligators, etc. Vous en avez déjà croisé un dans votre jardin? Pas encore, non. Non, ni dans les rues de Miami Beach. Pas dans les rues de Miami Beach, mais si vous traversez vers la côte ouest, de l'autre côté de Miami, de l'autre côté des Everglades, effectivement, il y a beaucoup d'alligators sur la route. Voilà, mais en Ils général... sont tranquilles. Voilà. Ils sont tranquilles. Et ils viennent pas trop dans les jardins des propriétés situées à Miami Beach, ni à North Miami, ni à Ventura. Non, aujourd'hui, ce sont les pitons qui sont plus dangereux. À l'orée de Miami, du côté des Everglades. Mais ils restent dans les Everglades. Oui, pour l'instant, oui. D'accord. Miami, une ville peu sécure, Olivier Sureau. Alors là, je sais, c'est absolument faux. Pas plus que ça, on peut le dire sur Paris ou d'autres villes comme New York. Donc non, pas du tout. On se sent très en sécurité à Miami. Peut-être même plus qu'à Paris, par moment. Certainement. C'est comme dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers où on ne peut pas aller après certaines heures de la tombée du jour. On se méfiera d'ailleurs d'Overtown, qui d'ailleurs est indiqué sur l'autoroute en tant que district historique. Et on plaindra les touristes qui ont envie d'y aller du coup. Parce qu'on les connaît, les quartiers. Exactement. Très bien. À Miami, il n'y a que le tourisme qui marche. C'est faux, c'est forcément faux. C'est sûr que le tourisme est une activité économique essentielle à Miami, mais vous avez d'autres industries. Je pense à l'aéronautique. Elisabeth, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui marchent très très bien. Les industries créatives, du luxe, on en reparlera, de la mode, mais surtout, ce qui fait le propre de Miami, c'est justement la diversité des secteurs. Volontairement, la ville a choisi de se diversifier, de ne pas être dépendante d'un seul secteur. Absolument. On va faire une petite pause et tout de suite, justement, après, on va essayer d'aborder ces secteurs porteurs en écoutant Christophe Maincourt. Mais d'abord, pause, et puis après, on va parler de ces secteurs porteurs. Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. De retour sur le plateau des 24 heures pour cette émission consacrée à Miami. Donc, les secteurs porteurs, on va en énumérer quelques-uns. Allons-y. On peut parler du secteur bancaire, qui est un des plus dynamiques aux États-Unis, de par la proximité avec l'Amérique latine. Elisabeth Gazet. Hôtellerie, restauration, croisière. Tourisme, bien entendu. Oui. Vous en avez d'autres en tête, le service notamment? Il y a tout à fait tous les services d'aide à domicile, bien évidemment. Il y a l'immobilier, ça, indéniablement. Vous en avez beaucoup. Construction, santé, très important, pôle de santé, et ça devient de plus en plus important. Oui, d'ailleurs, ils font beaucoup d'efforts en matière de santé. Ils font venir beaucoup de médecins d'un petit peu partout dans le monde, d'ailleurs. Oui, pôle de recherche extrêmement important, notamment en oncologie. Maintenant, ils font venir des biotech.
un centre de recherche pour soigner la paralysie qui est extrêmement réputé aux États-Unis et dans le monde. Et tout ça donc peut donner des ouvertures à des porteurs de projets en France sur, notamment si on parle de la médecine, on peut très bien imaginer que ça peut offrir quel type d'opportunités à des PME françaises ou à des Français qui auraient envie de développer quelque chose. Tout ce qui serait accessoire, en fait, la médecine, comme l'évoquait Elisabeth, de par le dynamisme de Miami dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que toutes les PME françaises qui tournent autour de ces secteurs, qui sont assez porteurs, ont leur carte à jouer à Miami. D'accord. À côté de l'Université de Miami, du centre de recherche de l'Université de Miami, ils ont ouvert un incubateur pour les entreprises qui ont des produits ou des solutions qui peuvent s'appliquer à la médecine. Et donc, ils proposent, c'est un nouveau programme qui vient juste de démarrer, qui a démarré fin de l'année dernière. Très bien. Alors, on va tout de suite écouter l'avis de Christophe Maincourt, qui est président de la Chambre de commerce française à Miami, et qui est également CCE, je crois, hein, Christophe Maincourt. Donc, tout de suite, on va l'écouter, et puis après, on va rebondir sur ce qu'il va nous dire. Bonjour Paris. Donc avant toute chose, je voulais parler rapidement de Miami. Miami qui, au-delà de son attractivité comme centre touristique, est en train de se développer comme ville à potentiel économique. L'activité traditionnelle du tourisme, de l'immobilier, de la santé, aujourd'hui, voit s'ajouter d'autres secteurs d'activité. Et c'est effectivement nos centres d'intérêt. Donc, j'en citerai 3. Le premier, ce sont les industries créatives. Comme nous le savons, Miami est une ville qui dégage une créativité absolument étonnante, une énergie absolument extraordinaire. Et nous pensons que cette ville va attirer des industries créatives. Donc on parle de la créativité dans le domaine de l'accessoire, dans le domaine de la mode, dans le domaine des produits de luxe, mais on parle également de la créativité dans les domaines des médias. La production pourrait se faire à Miami ou ailleurs pour distribution sur le marché nord-américain, sur le marché latino-américain ou sur le marché global. Donc ça, c'est une première industrie. La seconde, à mon sens, c'est l'industrie de la biotechnologie et de life science. Miami et la Floride, d'ailleurs, se sont déjà établis comme centre de réputation dans ce domaine-là. Les universités de Miami sont très actives dans leur recherche et nous pensons que nous pouvons attirer des entreprises qui feront une communication et qui feront un partenariat avec ce qui existe ici à Miami. Le troisième secteur d'activité, ce sont les vins et la gastronomie. Les vins et la gastronomie qui font partie, bien entendu, de notre tradition, mais qui représentent une activité économique très importante. Voilà. Alors, on vient d'écouter Christophe Maincourt. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé de cette énergie créative qu'il y a à Miami. Alors, déjà, Elisabeth Gazet, comment l'expliquer, cette énergie ? Probablement par le côté cosmopolite de la ville et l'influence à la fois latine, l'influence des Caraïbes, de l'Amérique latine et de l'Europe également. Donc ça fait une espèce de mélange créatif totalement unique qui n'a pas d'équivalent. Et en quoi cette énergie est différente de celle de New York ? Parce que New York, Miami est une communauté assez latine en réalité, donc c'est vrai qu'il est tourné à la fois vers l'Amérique latine et vers aussi également l'Europe. La différence de New York est essentiellement cosmopolite aussi, mais de façon différente. Et c'est vrai que le fait d'avoir une ville qui a deux langues, je pense que c'est une des rares villes aux États-Unis où on parle aisément ces deux langues, à la fois l'espagnol et l'anglais, est un atout et joue aussi dans cette énergie. Oui, et puis sûrement aussi, on sent à New York une espèce d'énergie limite stressante qu'on ne ressent pas à Miami, qui est plutôt latine dans son rythme. C'est vrai. Vous êtes d'accord ? Oui. Il y a le cadre de vie aussi qui est différent. Ok. Donc Miami, c'est une ville d'opportunités. On va s'efforcer, là, en 5 minutes, de les énumérer toutes. On va essayer d'en oublier aucune. Et la première, c'est peut-être le fait que Miami est une base vie formidable, avec un temps merveilleux, sauf l'été. Voilà. Donc, Elisabeth, je vous laisse nous expliquer un petit peu et nous énumérer quelques-unes de ces opportunités. On parlait, le président de la Chambre de commerce parlait du design et de la création et de la mode. Il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel en ce moment dans le centre de Miami, dans le Design District. C'est un nouveau quartier qui est en train de se rénover, de se réinventer.
Et il va abriter à la fois des créateurs, des grandes marques de luxe, des galeries, des magasins, des designers, et donc le tout dans une atmosphère de mode qui combine la mode, l'art et le design. Et en fait, le groupe LVMH est également partenaire de la création de ce nouveau quartier, est investisseur, aura 11 de ces marques présentes. Et le groupe Richemont aura une dizaine de marques présentes également. Ça va être quelque chose de tout à fait exceptionnel et ça se fait dans les 2 ans à venir. Donc toutes les PME qui pourraient travailler dans le sillage de ces grandes marques auraient leur place à Miami. Absolument. Tout à fait. Oui. Autre opportunité, Olivier Sureau? Oh, il y en a beaucoup, hein. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, hein, de par l'aéroport de Miami qui est aussi un grand atout pour cette ville de Miami, puisque l'année passée, en 2012, vous pouvez citer que c'était le 2e aéroport en termes de trafic au niveau international. C'est le premier aéroport au niveau fret des États-Unis et le 10e du monde. C'est aussi un atout parce qu'on peut rayonner partout. Exactement. Quand on est à Miami. Ce qui prouve aussi, par un petit exemple rapide, c'est que la France est le 8e exportateur à Miami et le premier pays européen, devant des pays comme l'Allemagne. Alors, puisqu'on parle d'export, on peut aussi parler de port, de zones portuaires. Il va se passer quelque chose aussi au niveau du port, Elisabeth Gazet. Voilà, il se passe quelque chose en ce moment, puisqu'il y a 2 très grands projets. Un qui est déjà en cours, qui est d'ailleurs un projet géré par Bouygues, par le groupe Bouygues, qui est un tunnel qui va passer sous le port de Miami pour que les quelques 16 000 camions qui traversent la ville chaque jour passent dans le tunnel et aillent directement au port de marchandises par le tunnel. Donc c'est un énorme projet. Et là, j'ai envie de dire, le tunnel va passer sous Miami et le TGV nous est passé sous le nez, quoi. Oui, puisque le budget, le budget qui était... Enfin, en fait, le budget du TGV n'a pas été attribué au tunnel, mais à l'amélioration et au chantier du port lui-même, qui est en fait... ce qui va se passer, c'est que l'on va creuser un port plus profond pour pouvoir accueillir les cargos qui viennent de Panama, du nouveau port de Panama, qui s'appelle Panamax, qui est en fait le creusement du canal pour que les cargos de taille beaucoup plus importante puissent passer. Donc Miami encore plus de trafic. Voilà, dans l'import-export, ça va être, c'est très important pour les échanges entre Miami et en revanche, un bien-être aussi grâce au tunnel qu'on a évoqué tout à l'heure pour notamment des gens comme vous qui ont leur bureau pas si loin du port. Le centre-ville de Miami, tout à fait. D'accord. Encore d'autres opportunités à Brickell, il va se passer quelque chose. Brickell, à nouveau dans le domaine immobilier et dans le domaine également des magasins, des restaurants. On peut quand même dire que Brickell, c'est downtown, hein, c'est le centre-ville. C'est downtown. Donc en fait, il y a un groupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe de Hong Kong qui a investi 3 hectares dans le centre-ville pour faire un énorme quartier avec des bureaux, des magasins, des restaurants. Et donc ils vont surfer sur ce renouveau du centre de Miami. Et là, bienvenue aux commerçants, bienvenue aux restaurateurs. Restaurateurs, absolument, magasins, créateurs, etc. Et alors, c'est amusant parce qu'on parle toujours de l'Amérique latine, mais là, c'est un groupe chinois qui a décidé d'investir à Miami. Qui est déjà présent, puisqu'ils avaient déjà développé l'île de Brickell, qui sont des résidences. Et puis l'arrivée du fameux casino malaisien. Ouais, alors celui-ci, il est un petit peu en suspens, mais il est toujours d'actualité. C'est-à-dire un groupe malaisien au niveau des casinos qui a racheté un grand complexe immobilier en plein centre-ville et qui avait pour but, pour prévision d'investir près de 3 milliards de dollars. Alors pour le moment, ça a été refusé au niveau du Sénat de Floride, mais il va revenir à la charge et ça pourrait avoir un impact énorme, mais aussi en termes pour la ville de Miami en elle-même. La population de Miami n'a pas voulu des casinos. Mais le lobbying continue. Officiellement, ils vont revenir avec un nouveau projet. C'est pas forcément une bonne nouvelle, l'arrivée du casino. Non, parce qu'aujourd'hui, Miami cherche à avoir une image beaucoup plus tournée vers justement l'art, le design, la science, et enfin à se refaire une réputation, si je puis dire, si on compare Miami il y a 10 ans. Certains disent même que Art Basel Miami commence à supplanter Art Basel à Bâle. Art Basel Miami, c'est extraordinaire parce que c'est aujourd'hui la plus grande foire d'art contemporain en dehors de Bâle. Donc, et surtout, il y a Art Basel, qui est la foire
officiels, et puis il y a 20 salons satellites, en fait, autour de ça. C'est absolument pendant 4 jours au mois de décembre, la ville. Voilà. Malheureusement, Elisabeth, vous allez devoir nous quitter. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots, quand même, si des PME qui ont envie de venir à Miami vous entendent. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous leur diriez ? Que Miami a été récemment dans le top 10 des villes qui favorisent le plus l'entrepreneuriat. Donc c'est une ville qui est très favorable aux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, mais aux entrepreneurs. Et donc il faut absolument, et que c'est une ville qui a diversifié ses secteurs d'activité. On n'a pas parlé des technologies aussi. En ce moment, on essaye de relancer le secteur des technologies en donnant, il y a énormément d'aides qui sont apportées aux jeunes entreprises qui ont qui font de l'innovation. Donc, il faut y aller. Quoi. Voilà, oui, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter, mais il faut venir avec un projet. Il faut venir avec un vrai projet. C'est très important. Et en tout cas, sur place, il y a plein de gens pour vous aider. Énormément de structures pour aider, pour appuyer. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Gazet. On va faire une petite pause et puis justement, on va, avec Olivier et notre prochaine invité, développer les atouts d'une implantation à Miami. On se retrouve tout de suite. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Nous sommes de retour donc sur le plateau de l'émission consacrée à Miami. Nous accueillons un nouvel invité, Lucius Meida. Vous êtes avocat et votre cabinet s'appelle Lex International. Merci. Et nous avons notre chef-lieu à Miami. Voilà. Et vous êtes également au barreau de Floride. Barreau de Paris, la Russie, le Canada, etc. Et la Floride. Oui. Et Olivier Sureau, toujours expert comptable chez Jade Associates. Donc nous sommes tous les trois pour parler des atouts d'une implantation à Miami. Alors je crois qu'on va développer trois pôles très importants qui sont la facilité de monter sa société, la fiscalité intéressante et effectivement, vous aviez parlé des zones franches. Lucius Meida, facile de monter sa société ou pas à Miami ? Je dirais que c'est un des endroits les plus faciles à monter sa société. Et en pratiquer à New York, au Canada, en Angleterre un peu. Par exemple, monter une petite société peut durer 1-2 jours. Le montage lui-même, bien sûr. Avant cela, il faudrait faire une planification détaillée pour bien cerner les problèmes de la fiscalité, du financement, des visas, etc. Nous travaillons d'habitude ensemble avec nos collègues comptables parce que c'est très complexe et cette phase-là peut durer quelques semaines. Mais c'est la phase la plus importante. Monter la société est très simple. Oui, la montée c'est simple, mais mettre en place le projet, ça l'est un peu moins que comme ça le serait partout, quoi. En fait. Bien sûr, oui. La phase de préparation, c'est la phase la plus importante, comme l'évoquait Maître. D'accord. Fiscalité attractive. Oui, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État de la Floride, au revenu des particuliers. Donc, vous pouvez gagner 1 million d'euros, payer 0% d'impôt à l'État. À l'État de la Floride. Bien sûr, Washington prend toujours leur impôt. Actuellement, la limite serait à peu près 40%.
mais ça peut changer selon la politique. Ce qui est bien en Floride, c'est que cette exemption d'impôt est défendue dans notre constitution de la Floride. Donc le gouvernement ne peut jamais imposer un impôt au niveau de l'État. Une société en général, une LLC, ça va être dans les combien l'impôt? Ça va être dans les... Zéro. Ce sera zéro puisque la LLC est transparente fiscalement, donc elle sera soumise à l'impôt sur le revenu des particuliers, comme donc les particuliers, eux, assureront un impôt Exactement. En général, vos clients? Pour un client, pour une personne qui va avoir à peu près 100 000 heures de revenus, il faudra compter en moyenne 22-23% d'impôt au grand maximum. Donc 100 000 $ de bénéfices, 20 000 $ d'impôt. Voilà, à peu un près. grand maximum, exactement. Sur les sociétés de type C, c'est-à-dire les sociétés, ce qu'on appelle opaques, qui ne sont pas transparentes, en Floride, on paie un impôt de 5,5%. D'accord. TVA? TVA, tout dépend de votre localité. Vous avez une TVA de 6% dans l'État de Floride. Et après, vous avez Et là, une on parle surtaxe. que de la Floride. Voilà, et après, vous avez une surtaxe pour Miami qui est de 1%. Donc, si vous êtes à Ça Miami, fait 7%. Mais par exemple, sur les services pas de de TVA. comptables, d'avocats, services dans les restaurants, il n'y a pas d'impôt parce que c'est seulement sur certaines denrées. Ouais. Alors, de toute manière, après cette émission, on va en voir une qu'on a fait tout spécialement sur Miami. Vous y participez aussi et nos spectateurs pourront avoir encore plus d'infos. Puisque maintenant, on va quand même devoir passer au focus qu'on avait décidé de faire sur cette émission, qui est l'immobilier. Et oui, nombreux sont les investisseurs, notamment français, qui viennent investir à Miami dans l'immobilier. Donc, pour lancer ce sujet, on va tout de suite écouter Thibaut de Saint-Vincent, qui est président de Barnes International et qui va justement nous décrire l'état du marché immobilier en ce moment à Miami. Bonjour Paris. Donc l'immobilier à Miami se porte très bien depuis le début de l'année 2012, avec des prix qui ont pris l'année dernière entre 20 et, disons, entre 10 et 20%. 20% pour les biens de grande qualité et 10% pour les biens de moins bonne qualité. Donc on peut constater qu'après 7 ans de baisse, c'est le moment de la reprise. Et je pense qu'à moyen terme, à 3-5 ans, on a encore un vrai potentiel de hausse pour l'immobilier à Miami. Alors l'inventaire a diminué par 2 entre 2012 et 2011. Et on constate qu'aujourd'hui, on a tout juste 6 mois d'inventaire devant nous, ce qui correspond à un marché parfaitement sain et tout à fait sur les starting blocks pour une reprise qui devrait durer 3 à 5 ans. Donc, Thibaut de Saint-Vincent le dit, un marché plutôt favorable actuellement. Ça repart. Alors, quel est le process d'achat, Lucius Mejda? Quand on veut acheter un bien aux États-Unis et notamment en Floride, comment ça se passe? Normalement, on consulte d'habitude les agents immobiliers. Ensuite, l'agent immobilier vous réfère tout de suite à un avocat parce que les contrats sont très très importants. Il faut les voir même avant de signer le premier contrat ou achat. Qu'est-ce qu'on risque si ça se passe? On risque toutes sortes de surprises et problèmes. Lesquels, par exemple? Par exemple, ne pas pouvoir transférer l'objet à une société fiscalement correcte s'il n'y a pas une clause de transférabilité. S'il n'y a pas une clause de financement ou une clause suspensive, on risque de ne pas pouvoir obtenir un financement et mettre en place un financement. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut éviter en faisant revoir la convention d'achat par un avocat. Ensuite, Non, allez-y. Ensuite, c'est une période d'à peu près 1 mois à 2 mois où les avocats et l'équivalent des notaires, les sociétés d'assurance, font l'analyse du titre pour faire l'acte de vente. Donc, on arrive à l'acte de vente à peu près 1 mois à 2 mois. Qu'il faut faire garantir. Hein. Oui, et qu'il faut garantir par une police d'assurance sur le titre. C'est différent de la France. Je pense qu'Olivier allait mentionner. Alors, justement, la différence essentielle, c'est... En réalité, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des différences. Il n'y a pas de notaire. Il n'y a pas de notaire. C'est ce que j'ai évoqué, comme l'évoquait Maître, en fait. Le rôle du notaire aux États-Unis était réalisé par l'avocat. Ça, c'est la première grande différence. C'est vrai qu'il y a un délai quand même, qui est quand même relativement long. Il n'y a pas de cadastre non plus. Non, il y a l'équivalent quand même d'un cadastre au niveau de l'enregistrement. Il y a un cadastre. Et une autre grande différence, c'est qu'en France, les frais de l'acte de vente, parfois, s'élèvent à 8-9%. En Floride, ça s'élève à 2%.
maximum. Au niveau de l'achat. Mais c'est vrai que la vente... Mais par contre, il y a la commission. Alors, quand on achète, il n'y a pas de commission. C'est au niveau de la vente, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Les frais de vente sont souvent supportés par le vendeur, en réalité, la commission. Alors que c'est vrai qu'en France, on a souvent tendance... C'est souvent l'inverse, en fait. C'est l'acheteur qui supporte les commissions de frais d'agence. D'accord. Alors là, on va écouter une autre intervention de Thibaut de Saint-Vincent, qui aurait dû être avec nous, en fait, alors on l'a en vidéo. Et là, il va nous parler des quartiers de prédilection des Français. Et on va tout de suite l'écouter. Alors, les Français affectionnent tout particulièrement Miami. On estime à peu près 60 000 le nombre de Français qui vivent à Miami, mais il y a aussi tous ceux qui n'y vivent pas et qui y investissent, et qui sont très nombreux, qui investissent pas en tant que produit d'investissement, mais tout simplement pour avoir une résidence secondaire. Car c'est probablement le meilleur endroit pour avoir sa résidence secondaire en termes de rapport qualité-prix. Alors les Français sont assez diffus au point de vue quartier. Ils aiment des quartiers comme Coconut Grove, qui est très luxuriant, une végétation très luxuriante. Miami Beach, évidemment. Coral Gable, qui est avec des espaces un petit peu plus grands et beaucoup de jardins. Key Biscayne, une petite île avec une jolie plage. Et puis Brickell, s'ils veulent un petit peu plus le style de vie citadine. Donc, on a effectivement des Français qui affectionnent tout particulièrement Miami. Alors, Thibaut de Saint-Vincent vient de nous évoquer les quartiers. Lucius Meida, vous vivez près de Miami Beach, je crois. Oui, sur une petite île entre Miami et Miami Beach, voilà, dans la baie Biscayne. Voilà. Olivier, vous vivez... À Coconut Grove, pas très loin de l'école, justement, publique, avec le programme français. D'accord. Une autre vidéo de Thibaut de Saint-Vincent, les types de biens qu'affectionnent les Français à Miami. Et après, on évoquera tout ce à quoi il faut faire attention quand on achète un bien. Alors les Français s'intéressent à la fois aux appartements et aux villas. Tout dépend de leur objectif. Pour ceux qui cherchent un investissement, ils vont plutôt privilégier l'appartement avec des retours sur investissement de 5 à 7%. Mais l'intérêt aussi de ces appartements à Miami, c'est qu'ils sont situés dans des immeubles avec tous les services. Donc vous bénéficiez évidemment de piscine, fitness, salle de cinéma, valet de parking. Donc tous des services que nous n'avons pas en France, et avec la plage à proximité. Donc ça, c'est ce qu'affectionnent les Français pour les appartements. Mais les maisons sont également très appréciées pour ceux qui ont des enfants, et notamment les maisons sur l'eau. Parce qu'aujourd'hui, à partir de $1 million, vous pouvez acquérir une maison sur l'eau avec votre bateau devant la maison, et une maison de l'ordre de 200 mètres carrés et une très belle vue. Donc ça, c'est effectivement une alternative à la résidence secondaire à l'Île-Dieu ou au Cap-Ferret, où vous allez avoir un mauvais temps toute l'année. C'est cette maison donc à Miami, sur l'eau. Donc on le voit, vraiment des opportunités d'achat à Miami, un cadre de vie agréable, mais aussi quand on achète là-bas, il faut veiller à certaines choses. Donc je vais vous donner la parole. Tout à fait, oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, à Miami, on l'évoquait tout à l'heure au niveau de l'impôt, c'est une fiscalité attractive. Il y a une taxe foncière qui est quand même relativement importante, et ça, on a souvent tendance à l'oublier, qui en réalité, en moyenne, entre 1,5 et 2% du bien acheté, du prix d'achat, et qui est réévalué chaque année. Donc ça, il faut bien se mettre dans l'idée qu'il y a quand même un coût de maintenance également, et ça, c'est important de connaître ces deux données. Et donc, il y a quelque chose à faire quand on achète. C'est-à-dire à propos de la property tax. Alors, oui, ça après. C'est au niveau de la property tax, oui. Il faut savoir qu'au niveau de la property tax, quand vous achetez, il faut connaître, bien évidemment, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat va être très, très important. Parce qu'elle va être basée sur le prix d'achat. Et ce sera la base, en fait, de votre première taxe foncière. Donc, bien évidemment, plus vous achetez cher, et plus votre taxe sera importante. Mais ça fera partie des négociations. Et l'intérêt, bien sûr, pour tout le monde est de négocier ce prix au plus bas. Les charges dans les condos, il faut faire attention aussi. Bien sûr, et cela dans les négociations et dans la convention d'achat. Les condos doivent vous fournir tous les détails avant que vous ne fassiez l'acte de vente. Mais il y a une autre chose qu'il faut veiller à Miami, je pense comme dans beaucoup de zones, c'est les assurances sur, par exemple, l'assurance contre le vent, contre les inondations, etc. Qui sont des coûts supplémentaires. Ce sont des coûts supplémentaires. Et en France, vous avez toute une
une documentation là-dessus et il y a peut-être moins de problèmes. En Floride, parfois, il y a pas mal de pluie, parfois des ouragans. Tous les 20 ans, 30 ans, on a un ouragan, mais par contre, on paye l'assurance anti-ouragan toute l'année. Oui. Exact. Et vous serez obligé de la payer si vous avez un prêt en plus. Ce sera quelque chose qui sera obligatoire, imposé par la banque. Et banque. elle peut être très élevée. On atteint rapidement 8 000 à 10 000 dollars par an pour une maison de 500 000 dollars. Le gouvernement a fait un programme il y a quelques années et les assurances sont moins chères si on les achète auprès du gouvernement. On va quand même rester positif. C'est quand même bien d'acheter un bien immobilier à Miami. Surtout aussi pour le louer, c'est-à-dire que si on a une volonté de le louer, ce sera beaucoup plus simple que la France, puisque quand même, la réglementation est quand même beaucoup plus en faveur du propriétaire de manière générale aux États-Unis, en Floride bien évidemment et à Miami. Et ce sera d'un bon rapport. Donc ce sera bien évidemment un bon rapport et Thibaut Saint-Vincent l'évoquait, une très bonne rentabilité derrière et ce sera plus du côté du propriétaire. En plus, il y a des possibilités de plus-value très importantes, les plus-values étant taxées seulement de l'ordre de 15%. Par exemple, et si on dépasse les 500 000, je crois. Si c'est une maison principale, seulement si on dépasse les 500 000. Si vous êtes résident. Voilà. Cette année, les prix à Miami sont augmentés d'à peu près, en l'année 2012, d'à peu près 12%. D'accord. Et c'est en train de monter très rapidement. Donc c'est un côté positif. D'accord. Et alors justement, vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, oui, la plus-value... Il faut dépasser les 500 000 si on est résident. Alors, pour être résident, il y a plein de solutions. Et il y a le fameux visa E2, le visa investisseur. On va tout de suite écouter Delphine Martin nous décrire ce visa. Et puis, après, on conclura tous les trois. On distingue également les visas investisseurs, où il y a deux grandes catégories. Une catégorie qui concerne plus ce qu'on appelle les négociants, purement le commerce international, où vous allez démontrer que la société américaine va avoir un gros volume d'affaires avec la France, plus de 50%. Et l'autre type de visa pour investisseurs, où là, ce n'est pas uniquement les sociétés qui vont avoir une activité de commerce international, mais également tout type d'activité aux États-Unis. On démontrera dans ce cas-là qu'il y a un investissement réel et substantiel. Il n'y a pas de somme minimum pour ce type d'investissement, mais on considère en général qu'entre 100 000 et 150 000 dollars sont nécessaires. Parfois, 75 000 dollars peuvent être suffisants en fonction du type d'activité et du besoin de capital de l'entreprise que vous allez créer. Ça ne doit pas être un investissement marginal, c'est-à-dire que cet investissement ne doit pas seulement suffire à faire vivre l'investisseur, c'est-à-dire qu'il doit également principalement servir au développement de l'entreprise, mais également permettre à l'investisseur et à sa famille, s'il en a une, de vivre aux États-Unis. Ce visa est valable 3 ans, renouvelable, mais ne permet pas d'obtenir une carte verte. Les conjoints des investisseurs sont également autorisés à travailler. Alors, une petite réflexion quant à la vidéo qu'on vient d'écouter. Je crois que Delphine Martin a dû avoir la langue qui a fourché. C'est pas 3 ans, le visa investisseur. De ce que je sais, c'est 5 ans, mais peut-être il y a quelque chose de m'échappé. 5 ans, 3 ans. De toute façon, c'est dans le bon sens ce qu'elle a dit. Oui. Et le Congrès actuellement, sous l'impulsion des grands employeurs des États-Unis, qui ne retrouvent pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, sont en train de refondre toute la loi sur l'immigration des États-Unis. Et ils vont simplifier, ils vont inviter les Français, les Européens de haute qualité de venir s'établir aux États-Unis. Il y a plusieurs projets de loi actuellement qui sont en discussion. Donc, l'année prochaine, il y aura une nouvelle loi. Enfin, 2013, je parle. Donc, ça va encore changer. Ça va encore changer. Ça va être amélioré et faciliter l'accès aux États-Unis des Européens, surtout les Européens comme les Français, à haute connaissance technologique, avec une bonne formation. Ils vont être invités à venir aux États-Unis très, très facilement. D'accord. Juste un mot sur Cuba, parce que c'est important et on va conclure là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 jours qui autorise en fait les Cubains à voyager maintenant, à présent, à sortir du pays vers les États-Unis. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, comme l'évoquait tout à l'heure Elisabeth Gazet, ça va poser une problématique en fait au président Obama, puisqu'à l'heure actuelle, tout Cubain qui arrive sur le sol américain est favorablement accueilli, puisqu'il a pratiquement automatiquement. Donc la réciprocité va pas tarder. Donc la réciprocité devrait pas tarder, ce qui va y avoir un grand bouleversement. Fin de l'embargo. Au niveau
niveau de l'immigration et au niveau de l'embargo. Et pour Miami, justement, un très très grand atout aussi. Un essor économique à Miami s'en suivra, c'est sûr. Et Miami est à combien de kilomètres de Cuba ? 120. C'est 120 km de Cuba. 120 km. Voilà. De la Havane. Encore une opportunité, pour Miami. Pour Miami, tout à fait. Mais puisque la moitié de la population de Miami est espagnolophone, enfin, ce sont des Cubains, des Vénézuéliens, etc. Oui. La moitié du cœur de Miami bat pour Cuba aussi. Ce sera le mot de la fin. Merci Lucie Smeda, merci Olivier Sureau. Merci de nous avoir suivis. Nous nous quittons et à 22h, ce sera la dernière émission des 24 heures chrono. L'itinéraire sera terminé et vous pourrez assister à une émission qui accueillera notamment Hélène Conway-Mouret, votre ministre si vous êtes français de l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.